Pour rappel, aujourd'hui, on va accueillir François et Corentin du Pass Culture qui vont nous parler de bonnes pratiques de dev, des challenges techniques, des solutions qu'ils ont apportées au Pass Culture, notamment pour scaler leurs produits en Python à des millions d'utilisateurs. Euh, donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Camille, j'étais data avant et maintenant je suis développeuse back-end chez Worklife. Worklife, rapidement, c'est une solution de gestion des avantages salariés. Donc, à la fois pour les RH avec une plateforme de gestion et pour les salariés avec une carte de paiement qui leur permet de payer, enfin, d'utiliser leur ticket restaurant, leur budget sport, leur budget télétravail, etc. Et je suis aussi nouvellement ambassadrice de la communauté Python chez Product Crew. Avec l'ambition de créer une communauté autour du dev et plus particulièrement du langage Python, dont le but est d'échanger avec des pairs, d'organiser des webinars de ce type, de partager des connaissances, des opportunités, etc. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Product Crew, ils sont essentiellement des experts dans le recrutement de profils tech, data, produits et design. Donc, ils accompagnent à peu près 1000 talents tous les mois et ont près de 800 entreprises partenaires. Et ils ont également cette ambition de construire donc euh, une communauté autour de la tech, de proposer des ressources à destination des talents, que ce soit des webinars, des ressources écrites, des événements. Donc, vous pouvez accéder par exemple à certaines des ressources qui ont déjà été mises à disposition, comme un dossier pour progresser en dev, avec un petit peu les compétences clés par niveau de seniorité et comment développer ces compétences ou encore une enquête qui a été menée sur les salaires dans la tech, donc sur tous les métiers de la tech en 2024. Vous pouvez accéder aux ressources via les QR codes. Et donc, ce webinaire avec The Product Crew, c'est le premier qu'on va animer dans le cadre de cette communauté Python. C'est aussi le deuxième webinaire qui est organisé sur le thème de Python. Donc, on vous partagera, mais il y en a un précédent qui a été fait sur un entretien en fait d'embauche live d'un dev Python. Et donc aujourd'hui, le but, c'est de creuser un peu plus des cas d'usage réels, des solutions réelles qui ont été apportées par l'équipe Pass Culture dans le cadre d'une stack technique en Python, mais avec des challenges qui évidemment vont bien au-delà du seul langage de programmation. Donc je vais regarder on- combien de personnes sont connectées maintenant. On a une cinquantaine de participants. Peut-être attendre une petite minute de plus avant avant de lancer le webinar. Euh, donc avant de commencer, je voulais remercier déjà évidemment François et Corentin qui ont prévu des ressources ultra détaillées, ultra intéressantes dans le cadre, enfin, avec des exemples du Pass Culture et vont aujourd'hui vraiment vous partager leurs recommandations, leur expérience, leur retour d'expérience, les réussites, les erreurs et les solutions qu'ils ont trouvées. Je pense on est une cinquantaine de participants. On va lancer tranquillement le webinaire. Donc, je vais passer le micro à Corentin et François, donc, qui vont vous présenter Pass Culture. Eh bien, merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Je vous partage tout de suite, chaque ceci. Alors, j'espère que tout le monde voit correctement. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler un peu de notre expérience. Alors, des recommandations, je ne sais pas. En tout cas, on va vous faire des rétex et j'espère que vous aurez des pépites de connaissances qui vous serviront dans vos projets. De votre côté, juste très rapidement, qui sommes-nous? Yes, bonjour à tous. Donc Corentin, je suis lead dev au Pass Culture depuis 3 ans quasiment, un petit peu plus. Le Pass Culture, François vous détaillera un petit peu plus après, mais c'est une appli pour les jeunes, un portail pour les acteurs culturels. Moi, je bosse sur le back-end plutôt au service de l'appli pour les jeunes, sachant qu'évidemment, il y a des liens entre les deux. Et vas-y François, je te rends la main.
Yes. Et je suis François Séguin, je suis Engineering Manager de la Tribe. Alors, la Tribe, c'est quoi? C'est un ensemble de trois squads, trois petites équipes à impact des partenaires culturels et des professeurs. Donc, comme l'a évoqué Quentin à l'instant, et je vous expliquerai ce que c'est un peu plus en détail. Et je travaille pour le PASS depuis octobre 2020. Et Engineering Manager, mon rôle, c'est bon, c'est de pouvoir lever des barrières, de pouvoir aider les équipes dans le mieux, que ce soit techniquement ou dans l'organisation. Alors, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc, on va un peu parler de ce qu'est le Pass Culture en une phrase de notre président Sébastien Cavalier. C'était une nouvelle politique culturelle, le Pass Culture, et je cite, l'objectif de ce pass est de former des citoyens éclairés, tant il est vrai que la culture joue un rôle important dans le développement de l'individu. Donc c'est vraiment la vision qu'on porte depuis des années, donc depuis la conception du pass depuis 2017. Ça se traduit comment? On va avoir une application au service des jeunes, une application qui est gratuite, que vous trouvez dans les App Store Google et Apple, qui est géolocalisée et dont le but est de favoriser l'accès à la culture et de diversifier les pratiques culturelles des jeunes de 15 à 18 ans. Donc, on va avoir cette application qui permet, par exemple, d'aller au théâtre, de rencontrer des auteurs, de visiter des musées, d'acheter des livres, etc. Et pour aider nos bénéficiaires, on va leur allouer un crédit à partir de 15 ans. Donc, au début, 15, 20, 20 ou 30 euros. Et à 18 ans, 300 euros. En parallèle de cela, il y a aussi toute une part collective du Pass Culture dès la sixième, donc c'est pour tout l'enseignement secondaire. Chaque classe, enfin chaque établissement va avoir un budget annuel par élève et par classe qui va permettre aux enseignants de co-construire avec les acteurs culturels des actions d'éducation artistique et culturelle. Par exemple, faire venir un auteur pour faire un atelier d'écriture. Ça peut être faire une sortie au théâtre, rencontrer les comédiens, etc. Donc tout ça dans le cadre de l'EAC. En quelques chiffres, le Pass Culture, c'est 2,8 millions de bénéficiaires actifs. Alors, on a mis 3 millions dans le titre, peut-être qu'il y a eu 200 000 dans les semaines passées, mais en tout cas, on est autour de 3 millions aujourd'hui. Ça touche quand même 83% des jeunes de 19 ans en France. C'est-à-dire que 83% de vos voisins, concitoyens de 19 ans ont le Pass Culture, un compte Pass Culture. Et je tiens à préciser que ce n'est pas seulement les citoyens français, c'est également les résidents français qui sont là depuis au moins un an. Donc ça peut concerner également des étudiants qui sont là à long terme. Ça nous fait depuis le début du projet 32 millions de réservations qui ont été validées. Et nous travaillons avec 50 000 partenaires culturels. Et c'est tout un panel qui va d'un professeur de musique qui va donner cours de solfège en individuel et jusqu'à l'opérationnel de Paris, des festivals, les Vieilles Charrues, le Hellfest, enfin tout ce que vous avez dû entendre parler dans les jours et semaines précédentes. D'un autre côté, si on prend l'aspect technique, aujourd'hui nous sommes 40 ingénieur back-end, front-end et infra. Pour le back-end, vous l'avez deviné, c'est du Python. Pour les front-end, on va avoir dans l'équipe de Corentin, par exemple, côté jeune, du React Native. Côté pro, ça va être du React. Et l'équipe infra travaille, j'en parlerai un peu plus tard, avec une infra sur GCP, avec du Terraform, du Helm, etc. Nos cycles de livraison sont de une semaine, donc on a 7 jours entre chaque mise en production. Donc des cycles courts de livraison pour l'instant. Et pour donner un ordre d'idée, en 2024, là, dans donc les 7 et quelques premiers mois de l'année, on a déjà eu 3400 pull requests qui ont été mergés par notre équipe sur notre repo principal, qui est open source, pour aller le voir par la suite. Et pour aussi vous donner, donc c'est bien beau d'avoir presque 3 millions d'utilisateurs, mais surtout, chaque jour, c'est 150 000 visiteurs. On fait des pointes à 250 000 lors de certains événements ou certaines actions de communication. Par exemple, au 1er avril, on a eu comment dire, une grosse campagne marketing qui nous a fait monter à plus de 250 000. Pour vous parler rapidement de la stack, notre back-end, c'est du Python. On utilise Flask. Notre base de données, ça va être en PostgreSQL, donc on utilise SQL Alchemy comme ORM. Et tout ça est hébergé sur GCP. Et on utilise aussi GCP pour une tâche synchrone. Je ne veux pas spoiler ce que dira Corentin là-dessus, mais il vous en parlera un peu plus tard.
Ça, c'est pour le back. Et les fronts qu'on va avoir, évidemment, l'application pour les bénéficiaires, donc iOS, Android et une déclinaison web, tout ça en React Native. Un portail pour pour les acteurs culturels en React. Pour les enseignants, ça c'est un peu particulier. Pour les enseignants, on a une iframe au sein d'un portail bien à eux qui s'appelle Adage et qui permet aux enseignants de construire justement de l'éducation artistique et culturelle. Et donc, nous, notre catalogue d'offres collectives va s'insérer dedans via cet iframe. Et enfin, pour nous, nos collègues, que ce soit de support, de l'homologation, etc., on a un back-office. Voilà pour nos front-end. Et tout notre back va communiquer avec beaucoup de services externes. J'en ai mis quelques-uns. On va avoir des SaaS pour la recherche, pour envoyer des notifications, que ce soit du push, du mail, etc. Un CRM pour le service client, un KYC, donc un service qui nous permet d'homologuer les inscriptions de nos bénéficiaires, évidemment, parce que chaque année, on a entre 8 et 900 000 800 000 à 900 000 nouveaux bénéficiaires potentiels. Donc, vous imaginez le nombre d'inscriptions qu'on a chaque année. Donc, petite règle de 3, hein, 850 000 fois 83%. J'espère que dans le chat, vous avez déjà calculé de tête. Et on va aussi communiquer avec diverses API de nos partenaires techniques. Ça peut être d'une part des billetteries externes via lesquelles on va réserver des places de cinéma. Donc, par exemple, un bénéficiaire peut acheter une place au CGR via le Pass Culture et en quelques instants récupérer sa place. On utilise également pas mal d'API publiques et gouvernementales, donc qui sont réservées aux administrations, par exemple pour des informations sur les entreprises. Et dans l'autre sens, on expose des API publiques pour nos partenaires techniques qui voudraient s'interfacer avec nous pour gérer justement un catalogue d'offres. Parce qu'imagine qu'une librairie qui a 30 000 livres dans son stock ne va pas les rentrer à la main. Des services de billetterie permettre de créer les offres et gérer les réservations et les billets ainsi. Donc voilà un peu pour la stack technique, vraiment très high level. Et si on refait un peu le parcours du POC jusqu'à aujourd'hui, alors si vous regardez tout en bas là, tout en bas, on voit que, je l'ai dit, c'est un projet qui a commencé fin 2017 dans son idéation. Et la première version de l'application est sortie en mai 2018 avec 500 bêta-testeurs. Ça ressemble à une sorte de Tinder, c'était très, très chouette, on swipait à gauche, à droite. Et très rapidement, on a étendu l'expérimentation à 5 départements pour des jeunes de 18 ans. Donc en février 2019, là, on passe à 10 000 utilisateurs. Quelques mois après, un décret modifie encore l'extension de cette expérimentation à 14 départements. Là, en juin 2019, on a 150 000 utilisateurs. Et donc là, il y a une période pendant laquelle il y a eu d'une part, on a renforcé le produit, et puis ensuite, il a fallu aussi toute une préparation d'un point de vue build dev, parce que évidemment, le Pass Culture, c'est pas que des devs, vous l'avez compris, c'est aussi, on est 180 salariés à travers la France métropolitaine et d'outre-mer, donc on a des chargés de développement à travers tout le territoire. Et donc, le temps de construire nos équipes et d'encaisser le fait qu'en mai 2021, on a étendu à toute la France métropolitaine et d'outre-mer le Pass Culture. Donc là, on était à 850 000 bénéficiaires et utilisateurs. Donc, on a fait du x6 par rapport à ce qu'il y avait en juin 2019. Alors, comment on a fait pour se préparer pour cette mise à l'échelle, cette première généralisation? Déjà, il y a eu un gros renfort de l'équipe technique qui a triplé en termes de taille. Il y a eu un nouveau marché public parce que le Pass Culture, j'ai peut-être pas forcément été clair, mais le Pass Culture est un projet public, même si on a une forme juridique de SAS, tout le financement est public, la gouvernance est publique. Donc on a triplé l'équipe technique, on est passé à peu près de 10 à 30 devs. Et ensuite, il y a eu un gros effort. Alors, la brique est minuscule, mais en fait, elle est énorme en importance, de qualité, et de QA et de recettes, de nos régressions, de recettes globales, d'accompagnement de l'équipe QA. On a migré sur une infra capable d'absorber la charge. J'ai dit que c'était du GCP aujourd'hui, ça n'a pas été toujours le cas. On était sur un autre provider auparavant. Et enfin, on a mené de nombreux tests de charge, de mémoire artillerie qu'on utilisait, tests de charge pour justement voir ce qui se passait avec notre service quand on avait un énorme nombre de connexions simultanées pour s'inscrire. Tout cela fait que la génération s'est très bien passée. Et l'étape d'après, ça a été un peu plus de 6 mois après, début 2022, une extension cette fois-ci aux jeunes de 15 à 17 ans. Donc avant, on avait une seule classe d'âge, 18 ans, et là, on met 3 classes d'âge supplémentaires.
et ce qui fait à peu près 3,5 fois le volume en termes d'utilisateurs. Donc là, on arrive et depuis janvier 2022, c'est à peu près un chiffre stable de 3 millions d'utilisateurs. Alors pourquoi c'est stable? Parce que le pass culture est utilisable donc de 15 à 20 ans. À 20 ans, les utilisateurs ne peuvent plus, n'ont plus accès au crédit, ne peuvent plus réserver les offres, même si l'application, ils ont toujours accès. Et donc, de facto, l'utilisation décroît. Cette utilisation, elle décroît à 20 ans. Mais en fait, est-ce que un jour peut-être, on pourrait se dire que le pass culture serait utilisable par n'importe qui en France, par vous et moi qui avons plus de 20 ans, peut-être. Il y a peut-être des gens de moins de 20 ans, mais en tout cas, d'avoir un marché potentiel de 55 millions de résidents en France, un jour peut-être, voire plus, pour des gens qui seraient des touristes, des gens qui sont venus voir des Jeux Olympiques, je ne sais quoi. Et si on part de 3 à 55 millions, tout de suite, on va enfin, on s'est posé la question depuis longtemps, hein, mais se pose la vraie question de est-ce qu'on peut faire cela avec Python? Python qui parfois a une réputation pour du dev web, de ne pas forcément être le langage le plus rapide. Et ben, tous ces choix techniques, Corentin va vous en parler. Absolument. J'ai commencé un peu à répondre à certaines questions dans le chat, mais pas toutes. François, si tu veux jeter un œil, n'hésite pas. Alors, je vais vous parler donc ouais, de nos choix techniques en repartant un peu du départ quand on a lancé le Pass Culture au début. Euh, et, euh, et on avancera un peu dans la suite. Au tout départ, on s'était donné deux contraintes. Il faut qu'on maîtrise déjà, il faut que ce soit good enough, évidemment. Pourquoi? Parce que en fait, c'était un peu comme un début de start-up. Il fallait aller assez vite parce que la demande ministérielle avait une deadline souvent un peu courte. Vous avez vu quand on est passé du test à 150 000 à la généralisation à toute la France, il y a quelques mois, il fallait pouvoir aller assez vite, il fallait pouvoir faire évoluer vite le code, donc il faut que l'équipe technique soit à l'aise et il faut que ça marche. Donc on est parti sur Flask et Python pour le back-end, Postgres pour la base de données, d'autres petites choses autour, mais c'est le gros du truc. Euh, Ça a eu un side effect intéressant, c'est que en fait, Flask et Python, Python en général, c'est quelque chose qui est maîtrisé par beaucoup de personnes. Pas mal de personnes se sont formées en Python. Notre projet est aussi open source. Les devs peuvent aller voir ce qu'on fait. Donc en fait, on avait une stack open source relativement attractive et donc on n'a pas eu trop de mal à recruter au moment où il a fallu passer de 10 à 30 devs. Ça a été assez vite finalement. Et puis plus tard aussi, quand on a fait grossir l'équipe technique. C'est pas la seule raison, mais une des raisons pour lesquelles on arrive à recruter, c'est cette stack-là. On a toujours cette stack, ça, c'est toujours good enough, on maîtrise toujours, ça marche bien. Les enjeux sont plus tout à fait les mêmes que quand on était sur un petit projet. La complexité produit a augmenté, mais ça marche toujours, donc on garde ça. Euh, Ensuite, donc ça, c'était nos technos de départ. Et assez vite, il a fallu prendre des décisions assez charnières. Et dans une idée un peu lean, on s'est dit, il faut prendre des décisions rationnelles, documenter ce qu'on fait et coder assez vite. Pour ça, le fait de faire des architectures decision records, ça nous a beaucoup aidé. Je vous ai mis un peu un exemple de template, il n'y a pas tout, mais c'est le début. Si on exprime bien un besoin, qu'on exprime bien le contexte et les contraintes du moment, souvent la solution découle un peu de cet ensemble-là. Collégialement, on en discute et on se met assez vite d'accord entre devs. Et ça a aussi un effet ça documente. Donc pour la suite, on aura le contexte et la décision qui a été prise dans ce contexte. Je vais vous donner des exemples après d'ADR qu'on a fait. On documente juste ce qu'il faut, entre guillemets, dans la logique lean dont je parlais. Et plus tard, si on veut revenir sur une décision, si on a le sentiment que peut-être cette décision est obsolète, on peut retourner voir le contexte. S'il n'a pas changé, a priori, la décision est toujours la bonne. Si ça a beaucoup évolué, on peut remettre le sujet sur la table. Donc, des exemples d'ADR qu'on a eu. Donc, par exemple, le choix d'architecture du code de l'API. J'ai mis la solution en haut qu'on a adoptée finalement. Donc, aujourd'hui, on est sur du modèle vue contrôleur. Un exemple de contrainte qu'on avait, par exemple, c'était de ce dont on parlait. Il faut une architecture qui puisse évoluer rapidement. Si c'est un projet qui bouge vite, comme c'est un projet qui bouge vite, potentiellement, on va prendre des décisions techniques qui seront bonnes au début, mais qui ne le seront pas après. Il faut être capable d'évoluer rapidement. Et voilà, on avait des propositions de solutions qui contenaient de réduire le nombre d'abstractions existantes déjà dans le code,
utiliser des repositories. C'est deux exemples que j'ai repris de cet ADR-là et qui aboutissaient à on fait du modèle vue contrôleur. C'est comme ça qu'on structure notre code. Un autre exemple aussi un peu charnière, c'était le choix d'une stratégie de déploiement avec des contraintes assez straightforward de on veut déployer sans échec. Et donc, la solution qui a été retenue, par exemple, ça a été, à ce moment-là, au moment où on s'est posé cette question-là, de fusionner des repos qui étaient séparés. Donc, il y avait un front pro, il y avait un back-end pro, il y avait un back-end pour l'app. On a rejoint ces trois repos en un seul truc pour pouvoir les déployer sous forme de monolithe. Euh, on peut rentrer dans les détails si vous avez des questions. Mais voilà, c'était ce genre de choix qui nous ont permis enfin, cette manière de faire qui nous a permis de faire ces choix-là. La logique de faire des ADR comme ça nous a vraiment servi de socle pour, euh, pour être à peu près sûr de ne pas trop se tromper quand on allait scaler. Des moments clés où on a fait ce genre d'ADR, c'est justement dans 3 mois, on rajoute 200 000, enfin plus que ça, on rajoute 800 000 utilisateurs. Euh, A priori, notre infra va tenir, va pas tenir, on sait pas, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Et donc, dans ces moments-là, le fait d'avoir un ADR aussi, ça permettait voilà, on a pris cette décision, on peut avancer, ça nous servait de socle. Maintenant, euh, la suite, c'était pas forcément voilà, je vous donne d'autres exemples. C'était pas forcément tout décidé avec des ADR. Il y a des décisions qu'il faut prendre au fil de l'eau ou alors des morceaux de code ou de fonctionnalités qu'il faut faire évoluer petit à petit. On peut simplement s'arrêter et dire on prend une décision différente. Je vais vous donner deux exemples. Donc, c'est l'autre partie de comment on a réussi à scaler. Donc, la première partie, c'est les ADR qui nous aident à prendre des décisions structurantes. Et la deuxième partie, c'est l'amélioration continue finalement. Euh, alors, il y a une chose qui a beaucoup drivé nos amélios, c'est les contraintes, soit qu'on avait par défaut. Par exemple, notre code est open source, la sécurité c'est très important, et l'intégrité des données aussi. Comme le code est accessible, il faut faire d'autant plus attention à ça, donc c'est une des contraintes principales. On avait aussi des contraintes qu'on s'est imposées dès le début et qui nous ont permis de tirer la qualité du code parce qu'on n'avait pas le choix, notamment un SLA de 100% qui est l'objectif, Service Level Agreement, donc pas de downtime quand on déploie, pas de mise en maintenance du site pour faire des mises à jour, des choses comme ça. Quelque chose qui n'était pas trop dur au début et puis qui est devenu de plus en plus complexe avec le volume d'utilisateurs, la taille des bases de données, etc. Donc il a fallu changer nos solutions. Et donc le premier exemple, c'est ça, les migrations de bases de données. Donc avant, au départ, on avait un truc assez simple qui est a priori comment vous migrez vos bases de données si vous avez un back-end. C'est-à-dire qu'il y a un back-end V1, une base de données V1, on écrit du code, on fait évoluer le schéma de la base de données, donc il faut pousser ces deux versions 2 en prod. Euh, A priori, c'est impossible de le faire en même temps. Il y aura toujours un peu de latence entre le moment où on déploie le back-end et le moment où on lance l'immigration. Et la plupart du temps, ça se passe bien. On déploie le back-end, on migre la base de données juste après. Les utilisateurs ont accès à la V2. Mais de temps en temps, le back-end n'est pas, si on ne fait pas attention, le back-end n'est pas compatible avec la base de données V1 et V2. Et donc, ça oblige parfois à faire des migrations en deux temps. On fait un premier déploiement pour ajouter par exemple une nouvelle table dans la base de données. On fait une deuxième migration pour utiliser cette nouvelle attribut dans le back-end. Ça marche quand on a un projet pas trop gros. Ça devenait compliqué. Ça devenait aussi compliqué pour attraper des locks sur certaines tables. C'était un système qui marchait plus et qui surtout nous obligeait à avoir parfois des actions à la main lors des déploiements, donc toujours un peu dangereux. Et donc la suite, c'est ce sur quoi on est atterri aujourd'hui. C'est un sujet on a pas mal amélioré au fil de l'eau. Je vous donne un peu là où on en est aujourd'hui. C'est qui marche bien, qu'on ne pense pas changer, pas tout de suite en tout cas. On est en train d'écrire un article dessus pour plus de détails si ça vous intéresse. A priori, ça sortirait en septembre. Et donc en gros, l'idée ce serait quand on veut faire une migration, on choisit si elle est lancée pré-déploiement ou post-déploiement. On a séparé notre branche de migration, un peu comme les branches Git finalement, ça se ressemble un petit peu, en pré- et post-déploiement. Donc tout ce qui est lancé pré-déploiement doit être nécessaire à ce qui va arriver dans le back-end après. Il doit être compatible avec ce qui est en V1, donc c'est beaucoup de la création. Ce qui arrive en post-déploiement du back,
C'est donc soit ce qui n'est pas nécessaire, soit ce qui peut aussi être lourd. C'est-à-dire on ne veut pas bloquer notre déploiement si on time out pour prendre un lock et qu'on a besoin de retry et que cette migration est particulièrement longue. Donc en faisant ça, on a lancé des déploiements avec du uptime de 100%. Ça marche bien. On a quasiment plus d'actions manuelles à faire. Donc on a atteint un niveau de maturité technique qui fait que ça marche. On n'a plus besoin on n'a plus peur de pousser des migrations en prod. En gros. Un deuxième exemple d'amélioration continue, plus court celui-là, un peu plus simple, c'est nos tâches asynchrones. Donc au départ, on est resté sur la logique de on maîtrise plus good enough. Tout ce qu'on avait besoin de faire de manière asynchrone, c'était Redis-Queue. Euh, une des raisons, enfin la raison principale, c'est on maîtrisait good enough. Une autre raison, c'était déjà dans la stack, on utilisait Redis pour d'autres choses. Donc Redis-Queue pour la synchrone, très bien. Mais plus on avait d'utilisateurs et plus on était enfin, exigeant, plus il y avait de charges sur cette queue, sur ces queues, plus on s'est rendu compte qu'on avait besoin, pour scaler, d'un autre outil. Et donc du coup, voilà, cet autre outil, c'est les Cloud Tasks. Aujourd'hui, ces deux-là cohabitent sur l'application parce que en fait, les Cloud Tasks sont meilleurs pour scaler. On peut facilement spawn plus de machines pour dépiler plus vite, notamment on a une tâche asynchrone de réservation d'une offre chez un provider. Si un film très à la mode, genre vice-versa 2 sort, tout le monde se met à le réserver, il faut pouvoir le dépiler plus vite que d'habitude. Donc ça, les Cloud Tasks, elles nous aident bien à faire ça. C'est aussi un meilleur retry. On n'avait pas besoin de coder un retry à la main, c'est par défaut, c'est Google Cloud qui gère ça. On a gardé les Redis Queue parce que finalement, il y avait pas mal de jobs qui marchaient avec Redis Queue. Ça a allégé aussi l'utilisation de Redis. Donc pour l'instant, les deux cohabitent. On pourrait imaginer pour la suite qu'on migre tout vers le Cloud Task, mais pas besoin de réparer ce qui marche déjà. Donc voilà, ça c'est mon deuxième exemple. Et je rends la main à François pour vous parler de la culture tech. Comment on Merci met ça en Corentin. place. J'ai dans le chat, hein, il y a plein de questions très pertinentes, très intéressantes dans le chat. On va prendre un petit peu de temps à la toute fin pour en parler, mais on a bien noté. Je voulais juste pas me lancer dans des réponses pendant que Corentin parlait. Donc ça arrive tout de suite. Donc oui, au niveau de notre culture, un des éléments qu'on a mis en place et qui fonctionne très très bien sont les communautés de pratique. C'est-à-dire l'ensemble des développeurs-développeuses, par exemple, qui font du Python, ou l'ensemble des devs qui font du React ou du React Native, etc. Et ces communautés de pratique, surtout, vont avoir un temps sanctuarisé dans des journées, donc une journée toutes les 2 semaines, ça fait 10%, pour l'amélioration technique. Donc, ce qui est très important, c'est que euh, donc nous, on travaille évidemment au service, tout ce qu'on fait contribue au produit, au service du produit. L'équipe produit a ses OKR produits. Donc, les OKR, c'est une méthode Objective Key Results, donc qui met en regard des objectifs et comment on dit en français, des chiffres mesurables. Donc, tout comme le produit a des OKR produits, nous, côté direction technique, on a des OKR techniques. C'est là qu'on va, par exemple, traiter certaines lenteurs de route. On va améliorer de la lisibilité de code, tout ce qui va être quality of life et des devs. Mais en tout cas, même si l'impact n'est pas complètement direct sur une feature, évidemment, ça contribue au produit. Parce que si on améliore les performances des routes, évidemment, nos utilisateurs, nos bénéficiaires vont apprécier de charger plus rapidement des pages, par exemple. Et on va faire cela avant que ça devienne critique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose on surveille en permanence, évidemment, les différentes apps et on s'assure de nous améliorer en continu. Euh, et l'idée aussi, c'est de partager des expériences et nos connaissances. On a au Pass Culture donc 7 squads tech, les squads, pardon, 7 squads, les squads composés de PM, designers, designeuses et lead dev, ainsi que 3-4 devs. Et ces 7 squads sont relativement autonomes sur leur périmètre, un périmètre à impact. Donc, par exemple, de mon côté, dans la tribe pro, je vais avoir une squad qui s'occupe par exemple de l'activation des partenaires culturels, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que du moment où ils ont commencé à créer leur compte jusqu'à la création de leur première offre, le parcours est fluide et que ça ne va pas dropper et qu'on ne va pas perdre justement des gens. Et ben ça, c'est leur objectif, leur impact cible.
Et ensuite, chaque trimestre, ils vont avoir ils vont mener des chantiers, ils vont avoir des objectifs en autonomie, même si on se parle évidemment beaucoup entre équipes. Ça, c'est hyper important. Euh, Évidemment, ces équipes-là, elles vont parfois intervenir sur des morceaux de code ou des pages similaires. Donc, le but, c'est en permanence communiquer parce qu'on ne peut pas se permettre de pousser et d'être le premier arrivé, premier servi sur le repo. Euh, et il y a aussi, en retour, il y a aussi beaucoup de communication. Donc, j'ai dit à travers les squads, de façon transverse. On a aussi des gens, des tech leads, qui sont là pour assurer une transversalité de la connaissance et de la qualité. Et également, la tech et le produit se parlent beaucoup. Tout comme nous, nos devs, on s'attend à ce qu'ils et elles soient très intéressés par le produit et contribuent à l'idéation, aux maquettes, etc. Dans le sens inverse, les PM, par exemple, les designers et designeuses, s'intéressent aussi à l'aspect technique et on va avoir des journées où justement on va pouvoir échanger là-dessus. Très récemment, on a eu une journée sur l'accessibilité qui était très intéressante. Nous, on est un service public, donc on se doit d'être accessible, et donc on se doit d'avoir l'ensemble de nos applications accessibles, donc on travaille dessus, hein. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'on a pu échanger sur du design jusqu'à la livraison et le développement, comment rendre nos produits accessibles. L'autre aspect de la culture dont je voulais vous parler, c'était également l'acculturation qu'on va avoir entre on va commencer par l'infra, entre les devs et les ops. Euh, on a vraiment voulu désiloter ces pôles. Euh, Peut-être que dans certaines organisations, l'équipe infra fonctionne un peu comme un guichet, un service à guichet, et on met un ticket dans un backlog Jira, et puis ils font une tâche, et puis voilà, on attend un jour, 2 jours, 3 jours. Vraiment, nous, on veut enlever tout ça, faire sauter tout cela, et que nos devs comprennent suffisamment notre infra, les maîtrisent suffisamment pour pouvoir faire eux-mêmes ou elles-mêmes les modifications. Donc, par exemple, ça va être attribuer, attribuer certaines ressources à certains pods Kubernetes lorsqu'ils sont spawnés pour mieux gérer certaines routes. Par exemple, les routes de connexion, évidemment. Les routes de connexion vont être très sollicitées. Donc, les pods auront besoin d'un peu plus de ressources, que ce soit CPU ou que ce soit mémoire vive, ou alors d'avoir au contraire un scaling horizontal plus important. Et donc, l'idée, c'est que l'équipe Ops, l'équipe Dev se parlent en permanence et aussi via des journées de pratique. Tout comme j'ai parlé de l'acculturation avec les ops, il y a toute une partie sur la sécurité. Je sais qu'il y a eu des questions sur la sécurité. Euh, on a des bug bounty, on a des programmes de bug bounty. On travaille avec Yes We Hack, qui est très connu en France. On a des bug bounty internes et externes. Donc interne, c'est-à-dire qu'on a des programmes internes pour, par exemple, essayer de détecter nous des failles voilà, de notre côté avec notre connaissance, particulièrement par exemple sur la partie data science. Mais on va avoir également un bug bounty externe où là, on va avoir des chercheurs, des chercheuses du monde entier qui vont auditer notre code et essayer de trouver des failles. Je pourrais en parler à la fin si vous voulez. Donc, vraiment, on a cette acculturation. Les devs sont pas juste des gens qui vont. On veut surtout pas que que les devs soient des gens qui vont juste dépiler des tickets. Ils doivent s'intéresser vraiment au produit, à l'ops, à la sécurité, à la confidentialité, hein. On est dans le cadre du RGPD en Europe. Donc, vraiment, on va penser security by design, privacy by design et même accessibility by design dans notre cas. Alors, dans notre cas, on est public, donc on le fait, mais rappelez-vous, dans très peu de temps, ce sera même pour les entreprises privées. Voilà pour la culture. Je vais finir avec, on va essayer on a essayé de résumer à Corentin et moi en 3 points qu'on peut retenir, essayer de retenir. Déjà, de ne pas réparer ce qui fonctionne. On ne change pas quand ça marche. Corentin l'a dit, on va entériner nos choix via des ADR, et c'est ça notre socle. Euh, mais évidemment, quand le contexte change, on se questionne. Le contexte change, ça peut être par exemple, on l'a dit au début, la généralisation et l'extension à une population plus grande. Ça peut être un changement, euh, par exemple avec la part collective dont je vous ai parlé au début, qui permet à des enseignants d'emmener des élèves dans de l'éducation artistique et culturelle. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé, je ne l'ai pas mis dans le graphe, dans la timeline, mais c'est quelque chose qui arrive en cours de route en 2022, il me semble. Et donc, il a fallu, pour ça, prendre beaucoup de décisions. Les ADR ont vraiment été le socle. Très important, quand il faut réparer ou concevoir, on va oser, on va tester, on va apprendre, et avec humilité, hein, sans ego. Donc oser, c'est-à-dire oser tester, explorer des pistes. Voilà, on a la chance d'avoir aussi une grande diversité dans l'équipe, et donc de background, ce qui fait que ça nous permet aussi d'aborder les problèmes de multiples manières.
Et enfin, on se fixe des objectifs ambitieux. Donc, Corentin disait SLA 100%. Je crois qu'officiellement, notre SLA n'est pas à 100, mais il est à 89, beaucoup de 9 après. Euh, c'est un des objectifs ambitieux qu'on a eu. Et l'idée, c'est qu'avec ces objectifs-là, une fois qu'on a ces objectifs, on va poser un pavé à la fois. On va y aller petit pas par petit pas pour atteindre ensuite des choses très ambitieuses. 3 millions d'utilisateurs, par exemple, peut-être 55 millions plus tard, je ne sais. Ou voire même plus, hein, parce que là, 55 millions, c'est que la France. Et la population européenne est bien plus importante. Et j'aimerais beaucoup, par exemple, qu'on s'étende à l'Europe. Voilà pour ces petits takeaways, ces petites phrases pour résumer. Et bah, je vous propose, si vous avez un peu de temps, je propose qu'on échange et qu'on puisse répondre à des questions. Camille, est-ce que tu veux qu'on lise le chat de haut en bas et qu'on prenne des questions? Est-ce que tu avais sélectionné des choses? Bah, on peut faire un petit peu par thème, notamment tu as évoqué le sujet de la sécurité. Ouais, très Euh, intéressant. il y avait eu quelques questions sur les potentiels problèmes de sécurité et les contraintes, on a parlé un petit peu, mais notamment Ouais, liées au fait que ce soit de l'open source. Donc, oui. si tu veux- Oui, oui, complètement. Alors, pour nous, l'open source, c'est très important. Alors, déjà, parce que comment dire, dans notre convention avec le ministère, c'est obligatoire. On est financé par l'État, par le contribuable. Et donc, pour nous, c'est aussi important d'être transparent là-dessus. Et même aussi au niveau de comment fonctionne le pass culture, c'est important pour nous de montrer et de voir de montrer qu'on n'a rien à cacher pour ne pas favoriser telle ou telle industrie, par exemple, ou autre. Ça, c'est très important pour nous. C'est important aussi parce que ça me permet d'attirer des talents, parce que tout le monde, je pense que tout le monde connaît la visibilité que ça peut avoir pour sa carrière. Et ensuite, ce qui est intéressant, ce que j'ai lu, c'est les problématiques de sécurité. Moi, je suis persuadé que la sécurité par l'obfuscation, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, si on se dit que fermer son repo, ça va permettre de lever les problèmes de sécurité, on passe à côté des choses. Le fait que justement on ait un code source ouvert, ça nous oblige, quand on publie, quand on pousse du code, pas forcément sur la branche principale, hein, mais même quand on pousse du code dans une branche de travail, à faire attention à ce qu'on fait. Et donc d'éviter que de faire fuiter donc de la base, hein, de faire fuiter des secrets de données personnelles, ou alors de pousser du code qui va justement générer des problèmes. Et donc pour nous, c'est très important. On a tout un process de revue de code, évidemment. Chaque pull request doit être lu par deux personnes. Et on a le programme de bug bounty externe dont je vous ai parlé, donc avec Kieswiak. On a des dizaines, des dizaines, je sais pas combien ils sont aujourd'hui, mais ils sont peut-être même des centaines depuis le début du programme, avec des primes qui peuvent aller jusqu'à, j'espère que je ne vais pas dire 5 000 ou 10 000 euros, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, les montants pour les failles critiques sont importants. Et ça nous a permis d'ailleurs de trouver des choses qui étaient, alors pas extrêmement critiques, mais en tout cas qui étaient embêtantes pour le produit. Et quoi d'autre à rajouter sur l'open source? Euh, Pour voilà, rebondir donc, sur une ouais, question vas-y. de Axel là, qui parlait justement de open source, sécurité, etc., qui dit il y a toutes nos variables Ah d'environnement oui, ouvertes. Alors on dirait il y a une partie privée pour héberger les secrets, comment l'infra, comment on déploie l'infra, etc. C'est pas open source, c'est le code qui est open source, pas tout ce qui est déploiement. Donc effectivement, il y a beaucoup de variables d'environnement qui sont celles peuvent être publiques. Il y a toute une partie, si je vois que tu es sur le code, si tu jettes un œil dans Settings, il y a un secret utils qui va chercher dans les secrets. Voilà, c'est comme oui, ça qu'on absolument. fait. Absolument. On a un donc toute la partie métier applicative, elle est open source. Toute la partie infra, qui est sensible, elle est fermée, elle est privée. Et ensuite, on va avoir des secrets. Donc, on a un vault, bah, via GCP, hein, il y a un vault de secrets. Et au déploiement, les pods vont aller récupérer ces secrets. Et Corentin expliquait effectivement à l'endroit où c'est chargé. Est-ce Et que... il y avait une Ouais, dernière question sécu. Est-ce qu'on a déjà subi des attaques oui, oui, je crois. Il y a une bonne oui, en partie qui permanence. est gérée par, oui, c'est ça, à peu près tout le temps. Pas Alors de, oui, pas de fuite grave. en fait, Euh, bah, comme n'importe quel service ouvert à Internet, oui, en permanence. A fortiori parce qu'on est visible quand même, on a un projet avec beaucoup d'utilisateurs. Et on a différents moyens qui sont mis en place. On a certains outils Google, par exemple, de Cloud Armor, qui vont nous aider à mitiger, enfin, même ou à stopper des attaques.
ou du DDoS. Enfin, la plus basique étant le DDoS, par exemple. Donc, on avait d'autres outils avant, hein, mais vraiment, ça a permis d'améliorer cela. Est-ce que je peux parler d'autre chose? Voilà. En gros, je n'ai pas envie de rentrer en trop de détails non plus. Super, merci beaucoup. C'était pour la Euh, sécu. C'était pour la sécu et je propose maintenant qu'on aille sur le sujet plutôt des choix architecturaux que vous avez mentionnés, que ce soit les migrations en deux temps et la fusion en monolithe. Donc, il y a une question d'Antoine sur la fusion entre différents repos pour faire un monolithe. Si on peut donner la parole à Antoine pour qu'il élabore un petit peu. Antoine Montes, parce Antoine il y a Montes. plusieurs Ouais, Antoine. il y a plein d'Antoine dans le chat, mais c'est Antoine Montes, effectivement. Est-ce que, Ça, c'est Tolly. est-ce que tu es Oui, disponible, Antoine? Oh, alors, t'es pas obligé de. Ah, pas de micro. Pas de problème. On n'a pas non plus envie de. Enfin, c'est pas obligatoire. On va essayer de Ah, pas de répondre. souci. On va essayer de répondre. Alors, attends que je reprenne la question J'ai la d'Antoine. Ouais, question je peux si tu lire. veux. Ouais, en fusionnant les différents repos pour faire un monolithe, vous avez probablement eu des problèmes de dépendance, de gestion des dépendances, de dépendances différentes entre le front, le back, plusieurs backs et plusieurs fronts. Comment est-ce que vous avez géré cette migration-là? Alors, juste pour redonner un peu de contexte, on a deux repos. Un repo vraiment pour la partie application bénéficiaire, donc app native, iOS, Android et web. Et l'autre repo où là, il y a vraiment notre back-end. Donc, son petit nom, c'est API chez nous. C'est pas un nom très, très original, mais voilà, c'est notre back-end. Et les fronts, donc le back-office, l'iframe pour les enseignants, le portail pro. Et tout ça dans le même repo, effectivement. Et au niveau des dépendances différentes, euh, alors, Ça reste découpé, les services sont quand même séparés. À la fin, on déploie ensemble, mais le découpage, c'est comme si on déployait séparément. Quand on met à jour nos dépendances du back-end avec Poetry, ça fait. Bon, alors, bon, c'est pas le bon exemple, il n'y a qu'un seul back-end, mais si je lance un Yarn pour le portail pro, c'est que pour le portail pro. Ça n'affecte pas le back-office ou l'iframe adage. Le découpage est fait finalement dans la structure du fichier plutôt que vraiment de comment on déploie. Mm. Ok, très clair. Et si on reste avec une question d'Antoine, que je vais lire aussi, euh, pour, sur les migrations, sur les migrations, oui, ouais. tout à fait. Pour les migrations, donc c'est Alambic, hein. Et ensuite, on utilise des features, pas mal de features qui sont dans Alambic, on peut avoir plusieurs branches de migration. Donc c'est une feature qui est, voilà, clé en main avec Alambic. Donc on a une branche pré-déploiement, une branche post-déploiement. On a quelques petites choses qui nous permettent de vérifier éviter les conflits ou éviter que quand deux devs poussent à des moments très, très proches, une migration qui soit paradéchée au bon endroit. Tout est open source, donc n'hésitez pas à aller voir les scripts qui servent à faire ça. Voilà. Et C'est un ensuite, on linter a. qui nous aide, Ouais. ouais. Bah ouais, parle-en, ça c'est intéressant. Je pense que c'était ton point suivant. On a, Bah, on a je le te laisse setup faire. Squawk, un linter pour l'immigration qui relie nos migrations et qui nous dit attention. Donc, soit c'est attention, ta migration risque de pas réussir à passer si ta table est trop grosse. Donc, ça, c'est un vrai warning quand on a 120 millions d'offres en base de données. Ou alors, attention, ton downgrade n'est pas correct ou des choses comme ça. On l'a setup il y a quelques mois, donc on est encore en train d'utiliser pas mal, parce il nous dit souvent, attention, ta migration n'est pas forcément top. Mais plus le temps passe, plus on apprend à faire de bonnes migrations. C'est ça. Donc oui, c'est vrai que ce qui est important, c'est que les migrations sont testées de façon unitaire. On va jouer les upgrades. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, on va lancer les scripts de migration donc, qui vont à chaque fois changer le schéma de base de données, étape par étape, dans un sens, et en fait dans l'autre également, donc le downgrade, pour vérifier que c'est bien écrit dans les deux sens. On va avoir dans la CI, on va Squawk, pardon, qui va vérifier s'il n'y a rien qui peut être problématique. Et typiquement, un problème qui peut survenir, c'est euh, un ajout de contrainte qui a été, ou un ajout d'index, une création d'index, hein, ça c'est intéressant, une création d'index sur une table en PostgreSQL. Si on fait ça de façon naïve, ça va loquer la table et la table pourra plus du tout être accessible. Et vous imaginez qu'avec le nombre de gens qui utilisent notre produit, c'est-à-dire que ça va faire une erreur 500 très rapidement à beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, il y a des façons de faire qui est de créer un index de façon concurrente
Donc ça, c'est Postgres qui se gère qui permet de faire ça et qui va prendre qui va pas looker la table entière et qui va permettre de créer son DEX tranquillement pendant que la base de données continue de traiter les requêtes sur la table. Voilà. Mais tout ça est évidemment open source. Et il y aura, comme le disait Corentin, à la rentrée, un article de BlockTech sur notre nouveau site institutionnel qui sort, alors je vais dire septembre pour pas donner une date, parce qu'il a été repoussé un petit peu. Et peut-être que Corentin même parlera à PyCon France à la rentrée aussi à Strasbourg si notre talk est retenu. Merci beaucoup. Euh, pour rester du coup sur les questions techniques, plutôt sur les cloud tasks et l'autoscale dont vous avez parlé, est-ce qu'on peut peut-être donner le micro à LDGE qui avait une question sur l'autoscale et une autre question sur Flask, il me semble, si tu es disponible? La question était, Est-ce le côté que synchrone de Flask, contrairement à FastAPI ou Quark, n'est pas un problème et vous oblige à avoir une infra plus grosse ou plus chère. Euh, On n'a pas eu pour l'instant, on a réfléchi à la synchrone. On n'a pas eu le besoin, on n'a pas par exemple, on n'a pas de fonctionnalité de chat par exemple dans notre application. Euh, on n'a pas eu pour l'instant des besoins pour lesquels la synchrone était indispensable. Voilà, donc il y a eu des discussions là-dessus. Il y a eu sûrement un ADR d'ailleurs. À l'époque, où on a fait le choix, enfin, on a entériné le choix de l'architecture. Ça a été traité. Mais pour l'instant, non, on n'a pas eu de problème. Et ensuite, en termes de coûts plus élevés, euh, je- le fait d'être synchrone sur pas mal de choses, ça permet quand même d'éviter, ça permet de garder une certaine intégrité. C'est-à-dire que si on, par exemple, pour réserver un billet de cinéma, si on disait on met ça dans une file quelque part, le bénéficiaire va recevoir plus tard une confirmation, il y aurait des risques qu'il y ait des choses qui se loupent en cours de route et qu'on ne soit pas rattrapé. Il faut se rappeler que chaque utilisation de du Pass Culture, ça va être pour nos bénéficiaires, c'est récupérer un livre à la librairie, ça va être voir un spectacle, etc. Donc c'est quand même enfin, là, on touche à des expériences humaines, donc on a envie que tout se passe le mieux possible. Et pour rester sur la question du scale, Damien a une question sur les outils utilisés pour les tests de charge et des apprentissages éventuels que vous avez à partager sur le sujet. Et je rajouterais aussi sur le sujet comment est-ce que vous effectuez des tests de charge régulièrement et si oui, sur certains services, pas forcément tous les services, à chaque lancement, à chaque déploiement, etc. Yes. Test de charge, on a donc à l'époque de la généralisation, on avait eu toute une suite de scénarios qui ont été vus avec Artillery à l'époque. Alors c'était il y a 2 ans, mais ma mémoire n'est pas forcément très fraîche. Et on a également un environnement dit de performance qui nous sert à avoir des. On a d'une part des ressources identiques à celles de notre prod, nos ressources, je parle en termes de Kubernetes. Et l'idée, c'est que bah, si on doit effectivement faire certaines opérations, on va essayer de reproduire. Alors, on va essayer de faire, par exemple, jouer un script. On peut essayer aussi de reproduire des connexions, etc. Donc, tout ça, c'est pas encore très automatisé. C'est vraiment de façon assez ad hoc. Je sais que mon collègue Damien, je sais pas s'il est aujourd'hui, un ancien collègue Damien avait bossé là-dessus. Mais et l'idée, c'est que, enfin, on réfléchit au fait d'avoir plus souvent des tests de charge. Pour l'instant, on n'a pas, on le fait, c'est pas prioritaire parce que justement, enfin, ça tient bien niveau charge. Donc voilà, on n'a pas ressenti le besoin de prioriser cela. Et quand je dis on, c'est plutôt effectivement l'équipe infra. Donc je parle en leur nom. J'espère que mon collègue Stéphane, qui est notre lead infra, n'est pas en train de pester derrière son écran. Et il y avait une autre question. Euh, non, sur les tests de charge, c'était la seule question. Après, on a Ouais. pas mal de questions plutôt sur, je dirais, le scale, mais en termes de process organisation. Peut-être Antoine Laborde, si tu veux poser ta question sur le time to market et le process de code review, si tu es disponible. Antoine Laborde. Ouais, vous m'entendez? Oui, Ah, bonjour parfait. Antoine. Bonjour à tous. Ouais, ma question, c'était par rapport au fait que, alors si j'ai bien compris, vous imposiez entre guillemets 2 reviews par PR.
Et vous êtes dans un contexte où vous faites une release par semaine. Je voulais savoir si vous avez mis en place des process pour que les reviews ne prennent pas 3 semaines et que ça scale bien quoi, dans l'équipe. Ouais, très bonne question. Donc, les deux relectures par PR, c'est pas en français, appliqué au niveau serveur. Au niveau serveur, il y a évidemment la règle, c'est que ça ne peut pas être mergé sur la branche principale si les tests ne sont pas OK et s'il n'y a pas au moins une relecture, une approbation, pardon. La deuxième relecture, ça, c'est vraiment nous, en interne, on se dit, on veut qu'il y ait une deuxième relecture. Donc parfois sur des choses assez triviales, on peut se passer d'une deuxième relecture. Voilà, c'est juste un changement de wording. Euh, voilà, c'est aussi c'est une question risque versus coût. Et ensuite, il y a, enfin, les gens mettent vraiment pas très longtemps à avoir des relectures. Les relectures de pair, enfin, nous on est convaincus que c'est aussi une façon d'apprendre pour la personne qui relit comme pour la personne qui code. Et donc, les devs, que ce soit front, que ce soit back, vraiment sont rapides à relire. On a des canaux Slack, on utilise Slack hein, pour la messagerie interne. On a des canaux Slack où on poste les demandes de review. Et voilà, dans la journée, la plupart des paires sont relues. Et certaines paires un peu touffues vont demander peut-être plus de temps. Ou des personnes particulières, voilà, par exemple sur l'aspect finance, sur l'aspect remboursement. Certaines personnes seront, comme c'est assez complexe, on va plutôt pinguer des gens en particulier de façon asynchrone. Et également, on peut organiser, et ça c'est chacun fait comme le souhaite, mais on peut aussi organiser des revues synchrones où on va se poser pendant 20-30 minutes en visio, partager d'écran et relire le code ensemble. Voilà. Ça dépend des équipes, ça dépend des individus. Ok, très clair. Et en tout cas, ça c'est mergé assez vite. Quand c'est pas mergé rapidement, c'est souvent c'est souvent comment dire, signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, une paire qui est mal découpée. Nous, Mhm. on sait que tous nos commits soient atomiques et bien découpés, ou alors qu'elle est trop importante, ou alors que justement en amont, dans le cadrage produit, peut-être qu'une feature a été mal découpée, qu'on essaie de faire un changement trop important en un seul coup. Et c'est d'expérience, c'est voilà. Moi, j'ai fait ça hein, en 2021. J'ai souvenir d'une paire spécifique où avec un collègue, on a mis beaucoup de temps à la merger parce qu'elle était beaucoup trop grosse. Et évidemment, on ne refait plus là. On apprend toujours. Ok, merci, très clair. Avec plaisir. Et merci pour ta question, Antoine. Est-ce que vous avez. J'attrape une question d'Antoine parce qu'elle est juste en dessous. Est-ce qu'on a envisagé des hébergements en France, Europe, voire Seclim Cloud, et de possiblement abandonner Google? L'infra sur Google, c'est un marché public. Et il se trouve que on a justement, on prend justement l'option d'avoir des hébergements en Union européenne et voire même en France. Je crois que c'est en train de migrer la fin des derniers serveurs qui étaient en Belgique. Enfin, de rapatrier tout ce qui était en Belgique, on le rapatrie en France, justement pour respecter au maximum la conformité. Et, pour le Second Cloud, par exemple, pour le stockage des. Donc, je voudrais vous dire qu'il y avait du KYC, donc du contrôle d'inscription avec Hubble et comment dire, le stockage de ces documents sensibles, donc les identités, est dans Sectum Cloud, effectivement. Heureusement. Heureusement. Et je crois qu'il y avait une question aussi sur la conformité, parce que je suis dans la conformité, de Aline qui disait est-ce qu'on a atteint 100% de conformité RGA? Non. Ça ne respecte pas le cœur de régal. C'est pas exactement ça, c'est qu'on on a des obligations, donc déjà de faire un audit et de déclarer. Et derrière, il faut ensuite avoir un schéma annuel et pluriannuel de mise en conformité. Et donc ça a été, on l'a fait pour nos produits. Et l'idée, par exemple, côté pro, c'est que on va pas friser entièrement nos features pour faire de la conformité accessibilité. C'est que vraiment tous nos nouveaux développements, dès qu'on touche à une page, on la rend accessible. Donc évidemment, sur le papier, ça prend du temps, mais en fait, une fois qu'on a lancé la machine, une fois qu'on a des composants accessibles qui sont partagés, etc., ça va beaucoup plus vite. Et ce qui fait que là, sur le portail pro, on était un tout petit peu en dessous de 50, on était à 49%, je crois, de conformité au critère RG2A. Et je pense fin d'année, enfin, mécaniquement, on aura vraiment augmenté. Les audits, on en refera, je pense. C'est pas moi qui fais ça. C'est pas moi qui décide. J'espère qu'on en refera en début d'année prochaine. Je vous propose qu'on prenne une dernière question parce que l'heure tourne un petit peu. Pour rester sur l'organisation, Damien Chambon, tu posais une question sur l'organisation en squad et toi, tu mentionnais aussi le fait que vous ayez de la data science de plus en plus au sein du produit. Donc, Damien,
Je te laisse poser ta question si tu es dispo, sinon je la lis. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour Damien, on t'entend très bien. Ouais. Top. Oui, du coup, j'avais une question sur l'organisation en squad, parce que c'est vrai que c'est une organisation que, entre guillemets, de plus en plus de startups utilisent. Et du coup, ce que j'avais comme question, c'était, bah, vous, de votre côté, est-ce que dans chaque squad, il y a une personne de l'équipe data ou c'est seulement des gens du back-end ou du front-end? Parce que de ce que j'ai vu avec les interactions entre le back et la data science en particulier, bah c'est hyper important, mais c'est pas toujours facile à mettre en place. Comment vous mettez en place ces interactions? Alors moi j'ai une idée de réponse, mais Corentin, là, j'ai répondu à plein de choses. Et comme la partie data science, c'est plutôt pour la partie Jeanne, est-ce que tu veux Hmm. répondre? Ouais, si tu veux, effectivement. Donc moi, je suis dans une squad, effectivement, où il n'y a pas de data analyst, comme toutes les squads, en fait. Ils sont pas assez nombreux, je pense, parce que la data, elle est coupée en data scientist, data analyst, qui font pas tout à fait le même métier. Euh, D'ailleurs, parenthèse, j'ai vu passer, la data science, c'est beaucoup sur l'analyse de ce que font les jeunes et sur leur algorithme de recommandation Ok, qu'ils ont bossé. Et en fait, pour bosser avec la data, donc nos squads, c'est souvent product manager ou product owner. Ils prennent le double rôle UX, une personne qui fait le UX UI, et des devs. Donc souvent au moins un front et back, souvent deux fronts, un back, deux, parfois plus. Et c'est beaucoup nos PM qui aiment bien bosser avec la data. Donc nous, on se retrouve à parler avec les data analysts slash scientists quand on a besoin d'implémenter un truc. Ce qui aide surtout, c'est de les voir en fait. On bosse à côté, on les connaît, et dès qu'on a fait un chantier avec eux, finalement, on sait qu'il y a notre référent data. Il y a un référent data jeune, un référent data pro, et après, ils nous dispatchent vers la bonne personne. ok. Et nos PM aiment beaucoup plutôt en amont, genre c'est quoi les stats sur ça, comment je récupère des données pour choisir la prochaine feature. Et c'est plutôt à cet endroit-là que le lien il se fait. Ouais. D'accord. Pour compléter, on a effectivement c'est bon, je me recrée. On a effectivement différents rôles data. Les data analysts, parce que bon, c'est tout l'objet un autre webinaire, hein, mais vraiment le produit est informé par la data. Et vraiment, oui, oui, il y a des hypothèses, mais elles doivent être confirmées par de l'analyse. On a des data analysts, on a au moins un référent data. Alors, on a notre ami Nicolas, notre CTO qui est dans le chat, par tribe. Moi-même, dans la tribe acteur culturel et enseignant, j'en ai deux. Une personne spécifiquement pour la part collective, une personne spécifiquement pour la part individuelle. Donc on se parle très fréquemment, on a beaucoup de rituels ensemble. Et de toute façon, comme le dit Corentin, c'est dans le même open space. Et ensuite, pour la partie data science, pour la recommandation, parce que rappelez-vous que vraiment dans la vision du pass culture, c'est aussi euh, on donne accès à la culture, mais on veut aussi diversifier les pratiques culturelles. Donc, c'est-à-dire que au début, une personne, je sais pas, la petite sœur de Corentin, elle va peut-être aller voir un film au cinéma, elle va voir, je sais pas, un slam dunk au cinéma, puis après, on va dire, bah tiens, cette personne-là, elle aime bien le basket, on va peut-être lui proposer des choses autour des JO, du basket, etc. Donc, faire des ricochets vraiment. Et ces data scientists, pareil, on les a pas, pour l'instant, ils ne sont pas inclus dans les équipes directement, mais des chantiers, ils vont travailler en partenariat avec les devs et le produit. Donc, dans les équipes surtout jeunes, hein, parce que vraiment l'algorithme de recommandation, c'est pour les bénéficiaires. C'est là que des features peuvent être développées. Voilà. Mais pas que, il y a aussi, évidemment, on pense IA générative. Et donc là, en ce moment, on fait différents POC à travers le projet pour voir comment ça peut nous aider, que ce soit du côté acteur culturel, peut-être pour les aider dans la création d'offres, tout comme pour la partie jeune, pour peut-être aider sur la recommandation. Ok, Et très pour clair. rebondir, on bosse souvent ensemble par sujet plutôt que par squad. Là, mon dernier exemple en date, c'est on bosse avec la data pour extraire une notion d'artiste avec des offres très éclatées les unes sur les autres. Et donc, du coup, eux, enfin, ils analysent cette donnée et ils essaient d'extraire un objet artiste avec un identifiant unique, etc. Donc, ils sont bien meilleurs que nous pour faire ça et on bosse beaucoup ensemble sur ce sujet. Et puis après, potentiellement, on se sépare et on bosse sur d'autres trucs. Donc, ils sont pas dans les squads, ils sont plutôt sur, oui, c'est ça, référence sur un sujet ou pendant lequel on bosse ensemble. Ok.
Et peut-être une question complémentaire là-dessus rapidement. Mais alors du coup, c'est vrai que moi, de ce que j'ai vu, parfois, les développeurs back-end, en fait, une fois qu'ils ont reçu une demande du produit ou d'une autre équipe, ils vont parfois avoir tendance à l'implémenter eux, et c'est normal. Alors que parfois, en fait, côté data, et même côté data science, parfois, c'est plus facile de le faire. Comment vous vous assurez, entre guillemets, que le back-end ne réinvente pas la roue et enfin, que la meilleure solution soit choisie entre le back et la data? Ça vous est C'est arrivé? marrant. Ouais, ça nous est arrivé. Oui. Moi, personnellement, j'ai déjà implémenté un truc qui, après, la data m'a appris qu'il pouvait le faire mieux vite. Et du coup, on a switché. Heureusement, j'avais pas fini le dev. Mais du coup, je sais pas comment te On- répondre mieux que du coup, on- on a appris que. ouais. Alors, Et on a quand même des mesures en place, c'est qu'on a, je vais très oui, rapidement évoquer, on a des tech leads. Donc, on a des gens qui sont des référents sur des différents technos, que ce soit pour le back-end Python ou pour le front React ou React Native. Et c'est aussi des gens qui vont voir passer aussi tous les cadrages de chantier, tous les règles techniques, et qui ont une vision très globale finalement du projet de la tech, et qui pourront aussi lever une alerte en disant, ah tiens, bah, pour ce chantier-là, la squad de Corentin, elle propose de faire ci, allez parler à Daniel pour voir si c'est pas quelque chose que vous pouvez faire avec lui. Donc il y a aussi des gens qui ont une vision très 360 au sein du projet, D'accord. Et c'est eux qui vont dispatcher ensuite entre les gens. et qui peuvent suggérer, voilà, qui peuvent Oui. suggérer. ouais, Voilà. qui va Ok. passer, surtout si c'est un gros chantier. Si c'est un Ouais. plus petit, plus petite amélioration, ça peut passer à la trappe, mais ça fait partie de l'amélioration continue aussi de bah, si on tombe sur un échec, on repasse dessus, on fait un petit post-mortem et on voit à quel Mm. moment il fallait inclure la data. Aujourd'hui, beaucoup plus tôt dans les sujets où il y a de la donnée, on leur pose la question. Ils nous répondent assez vite, mais c'est suffisamment en amont et voilà, comme ça on n'a plus ce problème-là. D'accord. Très clair. Merci. Avec plaisir. Je vois qu'il faut que je dise à notre collègue Cyril, qui est lead data, que plein de gens sont intéressés par la data. Il faut qu'il fasse un webinaire avec TPC. Effectivement, oui. Il y a pas mal de sujets aussi data qui sont couverts par TPC. Merci beaucoup, Corentin et François. Merci à tous les participants. Je suis désolée, on n'a pas pu répondre à toutes les questions parce qu'effectivement, le sujet était assez dense. Mais en tout cas, on va vous transmettre un replay du webinaire et aussi le lien de toutes les ressources qui ont été mentionnées au début du live. Donc peut-être François et Corentin, est-ce que vous voulez un petit mot de la fin pour les participants? Pour les participants et notre ambassadrice, évidemment. Donc, merci beaucoup à TPC, à toi, Camille, de nous avoir accueillis. Merci à toutes les questions vraiment très intéressantes qu'on a eues dans le chat et d'autres. Si vous voulez un peu poursuivre la discussion, on a sur LinkedIn et nos profils hein, qui ont été liés lors de l'invitation, il me semble. Vous pouvez n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Si vous voulez en savoir plus sur Past Culture, il y a aussi notre profil Welcome to the Jungle où vous avez pas mal d'explications sur les différentes équipes, etc. Et puis les rôles qu'on a, parce qu'on recherche en permanence des talents, évidemment. Et puis, j'ai, voilà, j'étais ravi de faire cette presse. Corentin, à toi le micro. Ouais, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Camille pour l'animation. Merci TPC pour l'orgasme, c'était top. Et ouais, super question. C'était cool de pouvoir échanger avec vous.